Bonjour à tous. On va parler santé pour les 12 minutes à venir. Ça y est, ça démarre. Merci. Euh, Avant, en préambule, Antoine l'a dit, quand l'ISTEC m'a contacté, il m'a dit voilà, le sujet serait la tendance serait la médecine des immortels. Je voulais juste avoir deux remarques avec vous. On ne parlera pas aujourd'hui de Jean d'Ormesson. Aux dernières nouvelles, j'ai regardé les infos juste avant, il n'est pas mort. Et l'ensemble des immortels de l'Académie française, dont la moyenne d'âge doit être de 78 ans, vont bien aux dernières nouvelles. Donc j'ai vérifié sur Google, ce n'est pas le sujet que l'ISTEC voulait que je développe aujourd'hui. L'autre sujet a déjà été abordé. Si vous vous attendez que je parle de transhumanisme, d'immortalité, allez chez la crèmerie du docteur Laurent Alexandre. Il a fait un TEDx Paris très intéressant sur le sujet, et c'est lui qui maîtrise bien mieux ces sujets-là que moi. Donc maintenant, en préparant cette présentation, j'ai beaucoup pensé à mon père. Il était médecin généraliste. Il est mort en 2006. Et il avait 62 ans, comme quoi les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. J'ai beaucoup pensé à mon père parce que j'aurais voulu vraiment savoir qu'est-ce qu'il aurait pensé de cette réflexion sur l'immortalité, de cette médecine des immortels. Lui qui avait, à l'âge de 4 ans, décidé de devenir médecin pour que sa mère, ma grand-mère, ne meure jamais. Alors il a plutôt réussi. Parce que quand il est mort en 2006, ma grand-mère vivait encore, donc peut-être qu'il est parti avec le sentiment du devoir accompli. Elle est morte quelques années plus tard. Mais en tout cas, c'était sa vocation d'essayer de faire en sorte que les gens vivent le plus longtemps possible et le mieux possible. En préparant, j'ai aussi beaucoup pensé à mes enfants. Je suis abonné au Time Magazine et si vous le lisez aussi, il y a quelques jours, on a eu cette une du Time Magazine. Ce bébé, aujourd'hui, les dernières études montrent qu'il pourra peut-être vivre jusqu'à 142 ans. Vous savez que l'espérance de vie en France, aujourd'hui, est de 85,4 ans pour une femme et 79,2 pour un homme. L'écart se réduit. C'est la journée de la femme demain, mais il se trouve qu'on vous rattrape, mesdames, ou en tout cas, je ne sais pas qui rattrape qui. Et il augmente, l'espérance de vie augmente de 3 mois tous les ans. Moi, quand j'entends 142 ans, je vous avoue que ça me laisse un petit peu songeur. Je pense au réchauffement climatique, au chômage, aux retraites, à Daesh, à Michel Drucker qui sera encore là dans 142 ans le dimanche sur France 2. J'avoue que ça me motive moyen. Mais bon, ce que je voulais aborder avec vous dans ma présentation aujourd'hui, c'est ces deux questions. La première, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là, à parler d'immortalité, de vie à 200 ans, 300 ans, 1000 ans, et surtout cette question sur laquelle je travaille tous les jours, c'est qui me soignera demain ? Alors pour le faire, comme tout bon conteur, j'ai décidé puisque j'ai à peu près 8 minutes pour vous raconter cette histoire de la transformation digitale de la santé, de démarrer avec Il était une fois en anglais, mais vous verrez pourquoi il est en anglais, puisque je vais partir des unes du Time depuis quelques années pour pouvoir aborder un certain nombre de sujets. Il était une fois la génomique. Je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques semaines, le 20 janvier, Barack Obama faisait son discours de l'État de l'Union et il a lancé une nouvelle initiative, celle de la médecine de précision. On sait qu'Obama a toujours été impliqué sur les questions médicales avec l'Obamacare et ainsi de suite, mais là où ça change énormément, c'est qu'il a annoncé un programme de séquençage génomique de plus d'1 million d'Américains. Et dans son discours, il a dit voilà, ça peut marquer pour l'Amérique la fin de maladies telles que le diabète et le cancer. C'est là l'objectif. Vous savez qu'il a fallu quasiment 15 ans pour séquencer le premier génome. Pour le premier séquençage complet du génome a été fait en 2003. Le premier séquençage complet d'un individu unique a été fait en 2007. Vous voyez, c'est une science qui est quand même relativement récente. Et pourtant, aujourd'hui, on est en train d'annoncer d'ores et déjà que nous, vous, moi, devrions avoir notre génome séquencé d'ici quelques années et disponible pour pouvoir travailler sur de la médecine personnalisée et préventive. Vous pouvez d'ores et déjà, avec des sociétés privées comme 23andMe, séquencer votre génome de façon partielle pour moins de $100 et avoir les prédispositions que vous pourriez avoir pour certaines maladies pour l'avenir. Il était une fois la transformation numérique. En 1976, il y avait deux petits jeunes au fond de leur garage qui créaient leur boîte. Ça s'appelle Apple. Ça existe encore. Et aujourd'hui, c'est un des acteurs qui pèse dans la santé. Les années 80 ont marqué l'arrivée de l'ordinateur dans les foyers, préparé le développement d'Internet qu'on a connu dans les années 90. On est passé dans les années 90, il a fallu 10 ans pour avoir 300 millions d'internautes. Il y en a plus de 3 milliards aujourd'hui.
40% de la population mondiale est connectée. Et la santé est un domaine extrêmement important sur le digital. Et je parlerai tout à l'heure de l'arrivée de l'Internet des objets. Il était une fois l'iPhone, parce qu'une fois qu'on avait passé ce cap de l'Internet, ce cap de la connexion fixe, en 2007, Apple a lancé l'iPhone et ce sous-titre du Time, sérieusement, on est à court de mots pour pouvoir dire tout le bien qu'on pense de cet appareil-là. Il est vrai qu'avec l'iPhone est arrivé un écosystème complet. Il y a plus de 100 000 applications mobiles de santé et de bien-être aujourd'hui disponibles dans le monde. Alors faire le tri là-dedans est parfois un petit peu compliqué, mais arrive maintenant l'ensemble des objets connectés liés à la santé. On va pouvoir tout quantifier, notre activité, notre sommeil, nos paramètres vitaux. Et là aussi, ça va pouvoir révolutionner complètement nos vies et notre rapport à la santé. Et la réalité, c'est qu'on n'est plus jamais déconnecté. Les études montrent qu'on regarde notre téléphone environ 200 fois par jour. On a même inventé un mot pour qualifier la peur de perdre son téléphone, la nomophobie. On en est à un état où aujourd'hui, sur Google, par exemple, toutes les minutes, là, pendant la minute où je vais parler, il y a 4 millions de recherches sur Google. 1 sur 20 concerne la santé. On dit que 25% des conversations sur les réseaux sociaux concernent la santé. La santé est au cœur de la transformation numérique et de la transformation digitale. Alors le Time a annoncé l'immortalité pour 2045. C'était suite à une conférence avec un responsable de Google, Kurzweil, qui est l'un des gourous du transhumanisme, l'un des gourous de cette pensée qui met en avant le progrès technologique supérieur lié à la machine, qui va un jour dépasser l'humain et qui va se reproduire et s'accélérer. Une problématique qu'on voit depuis quelques semaines abordée par des experts comme Stephen Hawking, comme Bill Gates, qui disent attention à ce que l'intelligence artificielle ne dépasse pas la capacité humaine et nous dépasse pas entièrement. Google a réenfoncé le clou. En septembre 2013, cette une a été une sorte de pavé dans la mare de la santé. Il traduisait deux choses. La première, ça y est, la santé allait connaître sa transformation, sa disruption, comme disent les anglo-saxons, comme l'a connu le commerce, le voyage, la musique ou tant d'autres industries. Et qu'en plus, les acteurs de demain de la santé n'allaient pas forcément être les acteurs historiques, l'industrie pharmaceutique, les assureurs, mais ces fameux GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui rentraient dans ce domaine, qui pèsent environ 10 à 18% du PIB des pays, qui touchent 100% des populations et qui leur ouvre des perspectives extrêmement intéressantes, notamment pour gérer, grâce aux data, de la médecine personnalisée et préventive. Et ces data, c'est le nerf de la guerre. Vous savez qu'on en gère énormément. 90% des données qui sont présentes sur le web aujourd'hui ont été mises sur les 2 dernières années. On produit 2,5 trillions d'octets chaque jour. Et l'Internet des objets dont je vous ai parlé tout à l'heure va générer 44 000 milliards de gigaoctets d'ici 2020. Des données, on en a partout. Vous savez que la plus grande, je vais essayer de ne pas tomber, vous savez que la plus grande base de données au monde de santé est française. La base de données SNIRAM, qui est la base de données de la sécurité sociale, est la plus grande base de données mondiale. On a 1,2 milliard d'enregistrements chaque année, 500 millions d'actes médicaux, 11 millions d'hospitalisations pour 66 millions de Français. Vous vous rendez compte de ce qu'on pourrait faire en pouvant aller dans ces bases pour essayer de comprendre les pathologies, les effets des médicaments. Beaucoup ont dit que lors du Mediator, si on avait eu accès à cette base, on aurait eu gagné en connaissances et en nombre d'années d'informations de façon extrêmement importante. Ces données, je vous entends. Vous dites, mon Dieu, nous les Français, c'est très Big Brother. Je ne vais pas développer cette partie-là. Bien sûr que la sécurité et la confidentialité, et particulièrement dans la santé, sont essentielles. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est une notion qui m'est chère, celle du data for good, la donnée pour de bon. Ce que je stocke sur moi, ce quantified self que je vais faire de moi, va me permettre de mieux me comprendre, de mieux me mesurer, de pouvoir comprendre dans le futur un certain nombre de choses à partir de ce que j'aurai mesuré. Et cette data pour le bien, c'est-à-dire cette data que je vais partager avec d'autres, va me permettre aussi d'augmenter la connaissance et d'améliorer pas mal de choses. Il était une fois Angelina Jolie.
Vous savez, elle a annoncé cette double mastectomie préventive, puisqu'elle était porteuse d'un gène muté qui la rendait extrêmement prédisposée au cancer du sein et au cancer des ovaires. Sa mère elle-même était morte à 56 ans d'un cancer des ovaires. Elle s'en est expliquée dans une lettre qui s'appelle « Mon choix médical », où elle a expliqué effectivement qu'elle avait pris l'initiative et décidé de minimiser au plus les risques la concernant. Et ça, c'est le grand changement qu'on voit avec la transformation digitale de la santé. C'est la place du patient qui, de plus en plus, grâce à l'information dont il dispose, grâce à l'éducation qui est faite, demande à être un acteur complètement à part entière du système de soins, de ne plus avoir avec le médecin cette relation paternaliste, mais une relation de partenariat, d'autant plus qu'il est de plus en plus impliqué économiquement dans les choix de santé qui sont faits, donc il veut réellement pouvoir avoir son mot à dire sur la gestion de sa santé. Pour conclure, effectivement, tous les drivers économiques, technologiques, médicaux font qu'on est face à une perspective extrêmement forte de progrès au niveau médical, une perspective extrêmement forte au niveau du progrès de l'espérance de vie. Je ne sais pas si on ira vers l'immortalité, je ne sais pas d'ailleurs si elle est souhaitable. Ça pose un certain nombre d'autres questions, de savoir comment est-ce qu'on va gérer des populations extrêmement importantes, comment est-ce qu'on va occuper les gens jusqu'à l'âge de 142 ans. On le voit depuis tout à l'heure, il est probablement aussi important qu'ils aient un certain nombre d'activités mentales, psychiques, pour pouvoir tenir toutes ces années. La simple santé physique n'est pas suffisante pour ça. Et aussi, il faudra faire en sorte que ce soit pour un meilleur système de soins, plus égal, plus accessible, plus juste. Pourquoi aujourd'hui un cadre a une espérance de vie à 35 ans de 7 ans supérieure à un ouvrier? Pourquoi vous avez 2 fois plus de chances d'avoir un cancer dans le Nord-Pas-de-Calais qu'à Paris? Et pour conclure, je vous dirais juste cette citation de Woody Allen qui disait, et on dit qu'il l'a emprunté à Kafka, « L'éternité, c'est très long, surtout vers la fin. » Merci.